Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans, dont 4 qui sont très bien, dont un qui est excellentissime, mais que j'ai adoré. Et je vais vous parler aussi d'un ouvrage graphique qui est divinement beau et que j'avais vraiment envie de vous montrer en fait. C'est pas très français mais on s'est compris. Donc on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Ash Princess de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Alors ce livre me faisait très envie, ensuite je l'ai vu partout, je n'avais plus du tout envie de le lire. Et dernièrement, si vous avez suivi mes vlogs, vous avez peut-être vu que j'ai eu une période où j'avais énormément de mal à me fixer sur des lectures, énormément de mal à lire tout simplement. Cette mèche m'agace, voilà. Et je me suis dit que j'allais tenter celui-là. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est un beau gros bébé qui fait 520 pages. Moi à partir du moment où ça dépasse les 500 pages, c'est un gros bébé, hein, voilà. Et ma foi c'était plutôt bien, voilà. Alors je vais pas vous dire que c'est révolutionnaire et que c'est extraordinaire parce que ce n'est pas vrai, mais c'est vraiment sympa, ça accroche, voilà. C'est une histoire qui accroche et que t'as envie de continuer. Ça reste de la fantasy young adult très basique, avec absolument rien, mais alors rien d'original. Ça m'a fait énormément penser à The Curse, mais alors énormément. Je pense très sincèrement que ceux qui ont aimé The Curse devraient aimer ça en fait, parce que réellement ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est assez fou d'ailleurs, enfin moi je trouve que ça ressemble beaucoup, hein. Ouh ça m'énerve ça. Donc voilà, alors moi j'avais pas trop aimé, enfin j'avais pas aimé toute la saga The Curse, mais voilà, ça y ressemble un petit peu. Bref, on part sur le résumé peut-être. Donc, on suit une jeune fille qui s'appelle Théo, ou Tora, ça va dépendre, ça dépend de qui l'appelle, qui en fait est devenue l'esclave du dirigeant actuel dans son pays, parce que cet homme en fait a pris le pouvoir il y a 10 ans, a fait tuer sa mère, et a décidé de garder Théo en tant qu'esclave. On sait jamais, on pourrait l'adresser, faire quelque chose de bien, mais en fait elle a surtout servi, de souffre-douleur en gros. Dès que son peuple à Théo essayait de se rebeller, elle se faisait fouetter sur la place publique, elle se faisait battre. Dès que quelqu'un de son peuple faisait quelque chose, c'est elle qui payait. Ça avait un espèce d'effet dissuasif, en tout cas c'est ce qui était voulu hein, par le gouverneur, enfin le chef actuel, et ça marchait plutôt bien puisqu'il ne restait plus personne pour essayer de le virer du trône et rendre à Théo sa place, puisque c'est elle qui aurait dû hériter du trône et qui devrait être la princesse aujourd'hui. Chose qui n'est absolument pas le cas. Elle vit un véritable cauchemar puisqu'elle doit dire oui à tout. Elle fréquente l'homme qu'elle a vu égorger sa mère, enfin le truc horrible, qui n'est en rien, enfin qui est le père de sa meilleure amie, voilà, donc enfin sa meilleure amie actuelle, hein, parce que c'est une situation un peu chelou. Elle voit en plus ce peuple qui a volé en fait ses terres, s'approprier des pierres qu'ils appellent des gemmes, qui servent en fait à la base à des magiciens, entre guillemets, à développer leur pouvoir. Chacun va avoir un pouvoir particulier, en tout cas ceux qui en ont, et chaque pierre va avoir justement un pouvoir d'augmentation, ou je sais pas trop comment dire, par rapport à ses pouvoirs. Sauf que le peuple en place, enfin le gouvernement en place aujourd'hui, se sert de ces pierres comme décoration, comme ornement, ils les emportent plein, voilà, alors que ces pierres sont quand même quelque chose de sacré pour le peuple de Théo. Donc c'est assez compliqué pour elle de voir ça, surtout qu'elle est à la stricte interdiction d'y toucher, parce qu'ils ont peur de ce qu'elle pourrait faire en fait, tout simplement. Donc nous on la suit voilà dans sa vie, hein, qui est juste horrible et triste, où en fait elle sert, voilà, je vous dis, de défouloir aux forces en puissance, et puis forcément au bout d'un moment va y avoir une espèce de mini rébellion, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, et elle va rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait d'avant, qui va en fait lui insuffler l'envie l'envie de se battre et de redevenir Théo, parce qu'en fait pendant tout le début du roman on l'appelle Lady Tora, donc c'est le nom qui lui a été donné par le Kaiser, et en fait ces personnes vont lui dire non, tu es Théodosia en fait, tu es la reine, défends-toi pour protéger ton peuple, etc. Et il va lui redonner cette force, va lui insuffler en fait cette envie de combattre et de ne plus se laisser faire, sauf qu'elle est un peu partagée parce que pour ça elle a dû se rapprocher du prince qui, contrairement à son père, n'est pas foncièrement méchant, même s'il est un petit peu limite parfois quand même. Et en fait elle s'attache un petit peu à lui. Alors pour moi j'étais un peu en mode oui ok, alors non seulement l'intrigue fantasy de ce roman n'est pas originale, mais alors en plus il y a encore un triangle amoureux
Mais il y a pas mal de retournements et c'était plutôt pas mal et j'ai beaucoup aimé le personnage de Théodosia qui au départ est une vraie larve hein, mais on la comprend en fait, on la comprend parce que vu tout ce qu'elle a subi et elle sait qu'à chaque fois qu'en fait elle va dire quelque chose ou essayer de communiquer avec quelqu'un parce qu'il y a d'autres personnes de son peuple qui sont là et qui sont aussi esclaves, elle sait très bien que ça va lui retomber dessus et que ça va très mal se terminer. Elle va devoir faire des choix qui sont très difficiles et finalement, en ça, on se dit que oui, c'est une grosse larve, mais finalement, elle a quand même un fond de courage et j'ai beaucoup aimé en fait ce personnage tout simplement. J'ai pas compris tous ses choix, voilà, mais j'ai beaucoup aimé le personnage et je pense que c'est pour moi ce qui a porté le roman et ce qui m'a fait aimer le livre. On a quand même, je préfère prévenir, on a quand même une partie, la première partie du livre, je pense sur à peu près 150 pages, d'un ennui profond. Alors l'auteur, enfin l'autrice, nous met en place hein, l'histoire, voilà. Le problème c'est que c'est long et en fait pendant 150 pages, Théo passe son temps à nous répéter « Oui, il a fait de moi une esclave, il a tué ma mère, il a fait de moi une esclave, il a tué ma mère. » On a compris en fait, t'es pas obligé de nous le répéter pendant 150 pages. Voilà. C'était un peu le truc qui m'a un petit peu gonflé ouais, sur le départ. Et après, quand ça commence vraiment à bouger, là c'est sympa. Donc vous découragez pas si le départ vous semble un peu... Voilà. La fin est vachement mieux et j'attends la suite en fait, je lirai vraiment la suite avec plaisir. Parce que c'était cool, vraiment c'était très très cool. Voilà, si vous aimez la fantasy young adult classique, je pense que vous allez vous éclater parce que bah, on a tous les codes dedans et c'est plutôt cool. Voilà. Je vais maintenant vous parler du tome 6 de Gardien de la Cité Perdue, donc qui s'appelle Nocturna, de Shannon Messenger. Vous savez que c'est une saga que j'adore. En fait, je me suis rendu compte en lisant ce tome-là, qui est un beau bébé, il fait presque 800 pages, je crois. Il me semble. J'ai toujours le même problème avec ces tomes. Alors, ils sont de plus en plus gros, donc je passe de plus en plus de temps dessus. Mais bizarrement, sur plus de la moitié du livre, ça bâme pas, je m'ennuie pas non plus, mais il se passe rien en fait. Soyons honnêtes, ce sont des livres bavards, voilà. C'est bavard, ça parle, ça piaille, voilà, c'est bavard. Je sais pas comment expliquer autrement qu'en disant ça, mais ça me plaît quand même, parce que j'aime les personnages, j'aime les suivre, j'aime leur histoire. Il y a des moments, il y a tellement de personnages, tellement de gens qui sont cités, que des fois je suis en mode, attends, c'est qui celui-là déjà? Surtout que t'as des personnages qui ont deux noms, qui sont deux personnages à la fois. Donc des fois, il y a des moments, j'étais perdue, quoi. J'étais à tête, il faut que je rembobine un peu, là, dans mon cerveau, il y a un truc qui m'a échappé. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours ce sentiment pendant que je le lis, en fait, ce livre, en mode, oh, qu'est-ce qu'ils sont bavards, pourquoi ça n'avance pas, faites avancer les choses, au lieu de dire tout le temps que vous allez faire les choses et comment vous allez faire les choses. Mais finalement, est-ce qu'on fait la chose? Ah oui, on va faire la chose. Ah, alors en fait, voilà, c'est ça. Et puis après, quand ils font vraiment l'action, là ça bâme. Mais ça me fait toujours le même effet aussi. C'est-à-dire qu'au moment où je le ferme, je suis triste. Et j'ai envie de lire le tome d'après. Voilà, je comprends pas ce qu'elle me fait cette saga. Je peux pas vous dire que que ça bâme tout le temps et que c'est dynamique et tout, parce que c'est pas vrai. Sur chaque tome, en tout cas sur les derniers, sur chaque tome, la moitié, il se passe rien. C'est mou, ça blablate beaucoup, ça se remet en question. On a encore Sophie qui est au milieu. Alors, est-ce que j'aime Kif? Ah non. Est-ce que finalement j'aime l'autre, le vainqueur? Ah non. Est-ce que... Stop, en fait. C'est bon, on s'en fout de qui tu aimes, Sophie. On s'en fout, parce que de toute façon, voilà, on s'en fiche en fait, en vrai. Moi perso, je m'en tape quoi. et c'est vrai que c'est un peu lourdingue, tous ces trucs et tout. Alors, je suis team Kif, hein, je le dis direct. Moi, j'aime Kif, hein, voilà, sachez-le. Je le trouve poilant, il me fait mourir de rire, même si c'est une façon de se protéger, qu'il est plein de sarcasme, etc. J'adore ce personnage. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Là, on repart un petit peu avec les parents de Sophie, les parents humains de Sophie. Donc c'était assez sympa. Je peux pas trop vous en parler, c'est un tome 6, je vais vous spoiler à mort, mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus de ce roman, à part que pendant que je le lis, j'arrête pas de me dire que c'est bavard et que c'est long, et à chaque fois que je le termine, je suis en mode « Oh mais non, j'en veux encore !» Voilà. Donc j'ai quand même là enchaîné le 5 et le 6 assez rapidement, j'ai le 7, là je le regarde, il est là-bas, et j'ai très envie de le lire en fait, j'ai très envie de le lire, donc voilà, en plus comme je suis encore dans mon Kill Saga, même si je ne vous en parle pas, je vous ferai un point en janvier, du coup ouais j'ai bien envie de le lire quoi, mais pour l'instant bah j'y suis pas, voilà.
Je vais maintenant vous parler de Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai ce livre dans ma palle depuis qu'il est sorti en fait. J'ai tendance à sauter sur les titres de Marissa Meyer, alors j'ai pas toujours été agréablement surprise, mais c'est vrai que depuis que j'avais lu celui d'avant, qui m'avait profondément déçue, je n'osais plus sortir en fait Le Gang des Prodiges, j'avais trop peur. Et finalement on m'a dit que ça n'avait rien à voir et que c'était plus comme les Chroniques lunaires. Pour moi ça n'a absolument rien à voir avec les Chroniques lunaires. Mais effectivement, c'est différent. Alors, je tiens à le dire tout de suite, je crois que j'en ai déjà parlé dans un vlog, mais sachez direct que si vous n'aimez pas le monde des super-héros, donc si vous n'êtes pas Marvel, DC Comics, enfin tous ces trucs-là, ce roman ne va pas vous plaire parce qu'on ne parle que de super-héros et de super-vilains. On ne parle de rien d'autre. On parle même pas de la société autour, il l'évoque brièvement, mais non, on parle des super-héros et des super-vilains, point, en fait. Donc si vous aimez pas ce genre-là, n'y allez pas, ça va pas vous plaire. Clairement, je préfère vous le dire tout de suite. Moi j'ai passé un agréable moment, c'est pas un coup de cœur, mais j'étais vraiment bien dans ce roman. Et puis, très sincèrement, quand je l'ai fini, j'étais un peu triste, en mode « Oh mais non, c'est déjà fini !» Alors que celui-là aussi, ah oui, vous allez voir que j'ai lu que des briques. Hein. Alors que celui-là aussi, il est bien épais et que j'avais peur de le sortir. Et en fait, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2, j'ai envie de continuer à suivre les personnages parce que je m'y suis attachée. Donc là, on est dans un monde où, en fait, on a deux types de personnes avec des pouvoirs. On a les super vilains et on a les renegades, les renégats quoi. Hein. Et en fait, il y a quelques années, les super vilains étaient très présents dans le monde, dans leur monde hein, en tout cas, et les renégats étaient aussi là. Mais ça partait un petit peu en cacahuète jusqu'à ce que les renégats battent les super vilains et prennent finalement un peu l'ascendant et le pouvoir sur toute la société et créent une espèce de société dirigée en fait par les renégats. À tel point qu'il y a des recrutements, tous ceux qui ont des pouvoirs peuvent postuler, on tâte le terrain pour voir s'ils pourraient être utiles. Et on les garde. Nous on va suivre du coup deux personnages. On va d'abord suivre Nova, qui elle fait partie des super vilains. Alors elle a une histoire assez particulière familiale. Elle est la nièce du super vilain en chef, Ace. Et voilà, elle est là, elle a un pouvoir un pouvoir lié au sommeil, c'est-à-dire qu'elle peut endormir les gens en les touchant, et elle ne dort jamais aussi, voilà. Oui, on l'appelle Nightmare, donc voilà. J'ai vérifié, mais c'est ça. Et on l'appelle aussi Insomnie, parce qu'elle va faire partie de deux choses différentes. Nova, en fait, elle est pleine de rancœur et de rancune, et tout ce qu'elle veut, c'est se venger. Venger la mort de ses parents, venger la disparition de son oncle. Elle n'a pas vraiment vocation à redonner le pouvoir au super vilain. Elle veut finalement suivre la ligne de conduite de son oncle, c'est-à-dire liberté pour les gens qui ont des pouvoirs, et que chacun fasse ce qu'il veut, en fait. Que personne ne domine personne. Mais elle veut quand même se venger. Elle veut tuer, et pour ça elle veut tuer en fait la tête des renégats, donc les personnages les plus importants. Elle va essayer, sauf que son plan va être mis à mal par quelqu'un qui s'appelle la Sentinelle, qui n'est autre qu'un jeune homme qui fait partie des renégats, on le sait tout de suite. Et en fait, on suit également, je crois que c'est Adrian qui s'appelle, je crois. Je suis désolée, j'ai des problèmes avec les noms, c'est une catastrophe. Qui est un renégat, qui est le fils des deux personnalités les plus importantes des renégats. Les deux personnages vont se rencontrer parce que Nova va décider en fait d'intégrer les renégats, de les infiltrer tout simplement pour pouvoir les détruire de l'intérieur. Sauf que elle est pourchassée par les renégats, c'est-à-dire que Nightmare est pourchassée par les renégats, sauf que personne ne sait qui est Nightmare. Du coup, elle va jouer sur les deux tableaux en étant Nightmare chez les super vilains, et passer chez les renégats en faisant simplement croire que son pouvoir c'est juste de ne pas dormir et d'être très forte. Mais forte, voilà, c'est parce qu'elle s'est entraînée tout simplement. Et du coup, elle va être Nightmare chez les super vilains et Insomnie chez les renégats. Sauf qu'elle va se rendre compte que tout n'est pas blanc ou noir, qu'il y a des grosses phases de gris, et surtout que les gens ne sont pas forcément ce qu'elles pensaient être, quoi. Voilà, je crois que mon résumé est pas très compréhensif, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée ce matin. mais en tout cas, c'est une chouette lecture. En fait, les personnages sont super sympas. Je pense que c'est ça surtout qui a joué. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nova, j'ai beaucoup aimé Adrian, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Il y a des super vilains que je trouve fun. Il y en a quand même une qui s'appelle Honey, qui dirige des abeilles, des guêpes, des frelons, enfin tu vois, quand on sait à quel point moi j'ai peur, mais bizarrement je l'aime bien cette femme, je la trouve fun. Ouais, donc voilà, on a tous ces super vilains, ces renégats, et
qui s'affrontent, et voilà. On se croirait un petit peu dans Les Indestructibles aussi, parfois, ça m'a fait rire. Ouais, on est vachement dans Les Indestructibles, en fait. Mais c'est vraiment sympa, l'univers est plutôt cool. Je regrette quand même qu'on soit que axé là-dessus, parce qu'on sait pas ce qui se passe autour. En fait, on a juste l'impression que finalement, le monde, la ville, c'est juste un décor posé là, et qu'on place les personnages, et que finalement, nous, on s'arrête que sur les personnages. J'aurais aimé savoir plus, en fait, parce qu'il y a quand même des gens dans ce monde qui n'ont pas de pouvoir, et on n'en entend pas parler, ils n'ont pas intégré de personnages sans pouvoir. Enfin, c'est un peu dommage, en fait, j'aurais aimé avoir un peu plus, mais malgré ça, j'ai vraiment adoré, hein, sincèrement, j'ai vraiment adoré. C'est pas du tout un coup de cœur, par contre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et je lirai le tome 2 avec un grand plaisir, et je crois qu'il sort début 2019, et je vous assure que j'ai hâte. Et pour le coup, je le laisserai pas traîner, parce que c'était vraiment cool. Ça se lit à une vitesse, n'ayez vraiment pas peur des pages, hein. Ça se bouffe littéralement, il n'y a pas de temps mort, contrairement à Gardien des Cités Perdues où vous pouvez trouver des moments un peu longs, là vous n'en aurez pas et vous allez passer automatiquement un moment de lecture vraiment top si vous aimez les super-héros, je le répète. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Dry de Neil et Jarrod Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je pense que vous avez suivi mes vlogs, enfin ceux qui ont suivi mes vlogs, je pense que vous savez déjà que j'ai adoré ce roman, mais vraiment j'ai adoré ce roman. Ça n'a fait que confirmer que j'adore la plume de Neil Shusterman. Bon là il n'est pas seul, hein, il l'a écrit avec Jarrod, alors c'est son fils, son frère, je ne sais pas, je me suis pas renseignée, voilà. Ouais, du coup j'ai envie de sauter sur le tome 2 de La Faucheuse que je me réservais. Je me suis acheté les fragmentés, hein, de l'auteur aussi, parce que voilà, j'aime bien sa plume déjà, la traduction est plutôt pas mauvaise en plus, parce que tu sens pas, enfin voilà, c'est assez fluide. Et je trouve que ces livres sont intelligents, en fait. Voilà, je sais pas. Et celui-ci, ouais, celui-là je l'ai déjà dit, mais je le trouve très intelligent ce roman, parce qu'on parle d'une catastrophe naturelle, c'est un peu un livre, c'est pas post-apocalyptique, puisque c'est apocalyptique, hein, c'est pendant que ça se passe, c'est pendant la catastrophe, hein, qu'on suit les personnages, et j'ai adoré la psychologie des personnages, parce qu'on a des personnages totalement différents les uns des autres, ils montrent la déchéance humaine, quoi, c'est vraiment hyper bien fait, et c'est tout ce qu'on demandait à ce roman, et c'est génial. En fait, on est aux États-Unis, en Californie du Sud, et en fait, du jour au lendemain, des gens vont ouvrir le robinet et il n'y aura plus d'eau, tout simplement parce que ça a été coupé en fait au niveau de la rivière Colorado, et du coup, t'as toute une partie de la Californie qui n'a plus accès à l'eau courante. Donc les gens vont forcément se ruer dans les supermarchés pour acheter de l'eau en bouteille, pour trouver tout ce qu'ils peuvent pour essayer de survivre. Vous doutez bien que quand les gens vont voir que cette pénurie de flotte perdure, ça va être un peu la panique à bord, parce qu'on sait tous qu'on peut tenir longtemps sans manger, mais on ne peut pas tenir longtemps sans boire, c'est impossible, et du coup ça va créer de très gros conflits. Les gens vont limite s'entretuer pour un glaçon, pour 3 gouttes d'eau, parce que voilà, c'est une question de survie, et on le met bien en avant dans ce roman, hein, ce côté de la survie passe avant tout, quoi. Nous on va suivre du coup une jeune fille qui s'appelle Alyssa, qui est une ado en fait de 17-18 ans il me semble, elle est au lycée, qui vit avec ses parents, son petit frère, et au moment de la catastrophe en fait ils vont pas vraiment s'inquiéter au départ, et puis finalement ça va vraiment commencer à partir en cacahuète. Les parents vont croire l'État qui va leur dire on a mis en place des machines de désalinisation. Venez, donc les parents vont partir pour essayer de récupérer de l'eau. Alyssa va se retrouver seule avec son petit frère, à devoir s'occuper de lui, je crois qu'il a 8 ans, et elle est un peu perdue. On suit également Kelton, qui lui fait partie d'une famille assez particulière, c'est des survivalistes en fait, donc son père avait anticipé le fait qu'un jour il y aurait une catastrophe, donc il a dans sa maison des réservoirs d'eau incroyables, de la nourriture à gogo, des armes, il a piégé son jardin, les vitres sont pare balles, personne ne peut entrer chez lui, enfin c'est un truc de malade. Donc en fait, au moment où la catastrophe arrive, eux, ils sont zen, ils peuvent vivre, il n'y a pas de problème. Sauf que forcément, ils vont vite faire des jaloux. Parce que tout le monde est en train de crever de soif, alors que eux, ils ont de l'eau. Sauf que ils ne veulent pas partager, dans le sens où, s'ils donnent à un, il va falloir qu'ils donnent à tous. Et ils peuvent pas donner à tous. Kelton est amoureux secrètement de Alyssa depuis très longtemps, donc il va un peu sauter sur l'occasion pour l'aider. Et on va suivre particulièrement les ados en fait. Alors au début on a un petit peu leurs parents, et au bout d'un moment les ados vont se retrouver dans une situation pas forcément très simple, et on va les suivre en fait, essayer de survivre, essayer de trouver de l'eau, et c'était juste
juste génial en fait, c'était vraiment super et tu te poses plein de questions parce que tu te dis mais ça peut arriver quoi, qu'est-ce que je fais demain si en ouvrant mon robinet j'ai plus de flotte, tu vois. C'est assez dingue, en plus ça crée un truc assez fou. Alors moi j'ai pas picolé non-stop pendant le livre, par contre je me suis rendu compte que pendant 2 semaines après la lecture, à chaque fois que je fais des courses, j'achète 2 packs d'eau. Voilà, alors que j'en ai pas besoin, j'en ai en fait au sous-sol, mais j'en rachète. Inconsciemment, je pense que ça m'a un petit peu, tu vois, en mode attends, on sait jamais, je fais des réserves. Hein. Et du coup, j'ai plein de flotte hein, en bas, donc voilà, c'est génial. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est tellement réaliste, ça peut tellement se passer, que du coup, on est complètement en immersion dans l'histoire. En plus, les personnages sont hyper bien travaillés. Alyssa, c'est un peu la voix de la raison, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il faut tout faire pour survivre et elle est prête à tout pour que son petit frère vive, mais à côté de ça, elle a aussi ce côté hyper humain et où elle se dit ouais mais attends parce qu'une fois que la catastrophe sera finie, il va falloir vivre avec ces gens. En fait, tu peux pas les traiter comme ça, sachant que tu vas devoir vivre avec eux derrière et puis tu peux pas laisser des gens mourir quoi. Elle va devoir faire des choses vraiment mais horribles en fait pour survivre et pour sauver son frère et voilà, Kelton, il a un peu été formaté par son père en mode prêt à tout pour survivre, on lui a appris à tirer, on lui a tout appris, mais malgré tout, il se rend compte qu'en situation difficile, c'est pas aussi facile que ce qu'il pensait en fait. Il va se passer des choses vraiment horribles dont je peux pas vous parler parce que je vous spoilerai, mais ça montre à quel point en fait l'instinct de survie de l'humain entraîne des conneries en fait et moi j'ai profondément aimé ce livre. En plus les auteurs n'oublient pas les animaux domestiques parce que la famille d'Alyssa a un chien dont ils sont très très proches et il va clairement montrer ce qui arrive à ce chien là parce qu'au début la famille partage ses rations d'eau avec lui et puis au bout d'un moment ils vont un peu le zapper, pas volontairement, mais en fait je pense que t'es tellement dans un mode de survie que c'est soit toi tu finis les 3 gouttes, soit tu les donnes à ton chien et de toute façon voilà. Et le chien va un petit peu devoir se démerder en fait. Et alors, il n'y a pas une énorme partie dessus, mais il est là en fait. Et c'est un truc que j'ai souvent regretté dans les livres apocalyptiques comme ça, où il y a une catastrophe, où en fait les gens ont des animaux, mais d'un seul coup, ils sont plus là, on sait pas où ils sont, on s'en fout. Hein, ça nous arrange d'ailleurs. Sauf que moi je peux pas m'empêcher de me dire que s'il se passe un truc, j'aurai ce réflexe d'emmener mes animaux. Alors je sais pas pendant combien de temps, hein, mais mais je me vois pas me barrer sans penser à eux, ça peut paraître bête, c'est peut-être parce que j'ai pas d'enfant aussi, je ne sais pas. Mais ouais, pour moi c'est important et j'ai trouvé ça cool en fait, voilà. Alors il est pas très long, c'est un one-shot et c'est un très bon livre. C'est vraiment un très très bon livre qui t'amène à pas mal de réflexions. Alors je dis pas qu'il est parfait, hein, il y a des choses... Voilà, il y a des choses qui sont pas parfaites, mais voilà, ça reste... si vous aimez les livres catastrophes, enfin avec des épopées fantastiques suite à des catastrophes comme ça, vous allez forcément aimer, c'est bien écrit, c'est bien fait, il y a des belles réflexions, il a bien construit ses personnages. La fin est pas trop what the fuck, j'avais un peu peur qu'on soit en mode ouais, en fait non c'est bien fait, enfin j'ai adoré, voilà, de toute façon moi je l'ai adoré, je pense que vous le savez, je peux que vous conseiller ce livre, j'espère sincèrement d'ailleurs que vous passerez un aussi beau moment que moi, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est le deuxième que j'aime de la collection R, vous noterez quand même, hein, depuis Orphelin 88, c'est le deuxième que je kiffe bien, donc je suis plutôt contente et je vais continuer en fait à regarder ce qui sort. Voilà. Mais déjà tous les livres de Neil Shusterman, je vais les lire, voilà, c'est tout. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Mortal Engines de Philippe Rive aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est une réédition. La première édition date de 2001, donc c'est un livre qui a quand même 17 ans, quasiment 18 ans. En fait, il a été réédité parce qu'il vient de sortir au cinéma sous le joug de Peter Jackson, donc celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Bref, alors... j'ai pas vraiment aimé ce roman, c'était pas une surprise, je vous l'ai dit dans des vlogs. Maintenant, je pense que ça s'explique par le fait que c'est un livre qui date de 2001, que depuis on a eu bien mieux en fait dans ces univers-là et dans ce type d'ouvrage, il y en a eu tellement en fait en 18 ans que je pense qu'il est has-been ce roman en fait tout simplement. J'en ai lu trop en fait pour que celui-ci arrive à me convaincre. Malgré tout, je trouve que l'univers est cool, tout cet univers mécanique est vraiment chouette, et je pense qu'en image ça doit péter sa maman en fait, donc j'ai très envie de voir le film, mais le livre lui ne m'a pas convaincu. Alors on est en je ne sais pas quelle année d'ailleurs,
on est dans un univers en fait où on est en mouvement. Donc en fait les villes sont des villes mécaniques et se déplacent et se mangent les unes les autres. Je cherche pas à comprendre comment, faut voir le livre, et encore c'est pas super bien expliqué, je tiens quand même à le dire. Donc on vit sur des villes qui bougent. Il y a une partie de la population qui, eux, ont voulu rester sur Terre et qui sont les anti-mouvementistes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et on suit un personnage en fait qui s'appelle Thomas, qui fait partie de la guilde des historiens, puisqu'il y a une guilde en fait des historiens qui préservent tout ce qui peut faire partie de l'histoire et qui en font un espèce de musée. Donc lui il travaille sur l'espèce de vaisseau qui s'appelle Londres, hein, donc la ville de Londres. Il est un peu fan, mais vraiment même méga fan, d'un grand historien qui s'appelle Valentine, qui a été promu à un poste très important et qui est une figure très très importante. Donc le jour où Valentine arrive sur Londres, Thomas est complètement excité, il a qu'une envie, c'est de le rencontrer, surtout que Londres vient enfin de manger une autre ville, hein, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc c'est un peu la fiesta. Sauf que il est avec Valentine, et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui va essayer de tuer Valentine. Thomas va le protéger, courser la jeune fille, il va s'avérer qu'elle est dégueulasse, qu'elle a des balafres, qu'il lui manque un œil, je sais pas quoi. Et avant de sauter dans ce qu'ils appellent les égouts, enfin les ordures, en fait, c'est une façon en fait de quitter Londres et d'aller sur Terre. Elle va lui dire, rappelle bien à Valentine que je suis, je sais plus c'est quoi son nom, Esther Shaw. Et en fait Valentine est derrière, et quand il entend ça, il blêmit un petit peu et il va balancer Thomas par-dessus bord. Voilà. Donc Thomas, qui était complètement fan de cet homme, est un peu en mode mais what, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et il va se retrouver avec Esther à essayer de survivre et surtout à essayer de retourner à Londres pour voir Valentine, elle, parce qu'elle veut le tuer, parce que Valentine a tué sa famille pour prendre possession d'un objet qui s'appelle la Méduse. Et voilà, et du coup Thomas va être embarqué là-dedans, ils vont aller de droite à gauche sur différentes villes. Il y a un espèce de robot tueur à la Robocop, oui c'est un peu ça, hein. Le gars qui poursuit Esther Shaw est un peu un Robocop, hein, qui veut l'attraper et la tuer, hein, pour le compte de Valentine. Voilà, moi je m'attendais à plein d'actions, je m'attendais à un rythme de dingue, et en fait je me suis ennuyée les 3/4 du temps parce que j'ai pas accroché au style de l'auteur. Il y a des passages où j'ai trouvé que la narration était tellement enfantine que ça collait pas avec l'univers, et puis il y a d'autres moments où ça allait mieux. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez bizarre avec ce roman. Voilà. Bon, après, c'était pas nul, hein, sincèrement, c'est juste que moi j'ai pas accroché. Ouais, j'ai pas trouvé ça fifou. J'en ai trop lu, je pense, tout simplement. Maintenant, si vous êtes pas habitué à ce style-là, vous allez peut-être vous éclater. Pourquoi pas. Je vous dis après, tout ce qui est côté univers, mécanique et tout, un peu à la Jules Verne, un peu... Ah, c'était génial. C'était génial, le problème c'est que ce n'est absolument pas développé. On sait que les villes se mangent entre elles, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas comment ça se passe. On nous explique pas tout ça, et... Peut-être dans les tomes d'après, je sais pas, parce que je les lirai pas, mais c'est vraiment regrettable parce que l'univers était incroyable et c'est pas mis du tout en avant, alors que l'histoire, elle est d'un bateau pas possible et c'était pas passionnant. J'ai pas aimé les personnages, voilà, je vous dis, l'histoire ne m'a pas convaincue. Maintenant, je pense quand même que ça peut plaire, je vois d'ailleurs que ça a plu, et j'ai très envie de voir le film, voilà. Et d'ailleurs, j'ai un exemplaire de ce livre à vous faire gagner. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien du concours pour gagner un exemplaire de Mortal Engines, en espérant que la personne qui le gagne l'apprécie plus que moi et qu'elle n'hésite pas, une fois qu'elle l'a lu, à venir échanger, ça me fera toujours super plaisir. Oh là là, il y a un rayon de soleil là. Voilà, mais c'est vrai que pour moi c'est dommage en fait, c'était prometteur et finalement bah ça l'a pas trop fait. Mais c'est pas grave, dans les 5 livres que je vous ai présentés, c'est le seul que je n'ai pas aimé, donc voilà. Mais n'hésitez pas à participer parce que voilà, puis vous avez bien vu que le résumé donne envie, hein, clairement, donc voilà, soyez curieux. Le dernier ouvrage dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une œuvre graphique qui s'appelle Des Lumières dans la nuit, de Lorena Alvarez, qui est une illustratrice et une dessinatrice colombienne. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, parce qu'alors c'est divinement beau, sincèrement c'est incroyable. J'adore ce type de dessin avec des rondeurs, avec... Ah j'adore, mais vraiment j'adore. Déjà, regardez-moi cette couverture juste sublime, en fait, c'est trop beau. C'était vraiment une chouette histoire avec cette petite fille qui arrive à ramener à la vie des choses grâce à ses dessins.
Un jour à l'école, en fait, elle va rencontrer une jeune fille, une jeune écolière qui s'appelle Morphy, qui va être complètement obsédée hein, par les dessins de la petite, ce qui est assez surprenant parce qu'en fait tout le monde s'en foutait jusque-là, sauf que elle va vite se rendre compte que c'est pas de façon complètement désintéressée qu'elle s'intéresse à ses dessins. C'était vraiment super. Alors l'histoire est pas complètement dingue parce que c'est un peu bizarre, hein. C'est vraiment un peu bizarre, mais il y a une telle magie dans les dessins et dans la couleur que voilà, je vais vous montrer quelques planches parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà le genre de dessin. Moi personnellement, je suis totalement fan et réceptive à ça. C'est sublime, c'est vraiment sublime. Oh, c'est tellement beau! J'adore. Vous savez, c'est le genre d'ouvrage, vous avez envie de choper toutes les illustrations et de vous en faire des affiches, quoi. C'est sublime. Donc voilà, en tout cas, je peux que vous encourager à découvrir le travail de Lorena Alvarez parce que c'est magnifique. Et je vous dis, au moins, allez voir son compte Insta. Je pense que si vous aimez les illustrations, vous allez vous régaler. C'est splendide. C'est vraiment splendide et ça vaut grave le détour, en fait. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez fait des belles découvertes. Ouais, grave, que je vous ai donné envie de découvrir certains titres. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, voilà, lequel vous êtes sûr de lire dans cette sélection, ou lesquels vous avez déjà lu aussi. Voilà, ça sera plutôt cool, j'aime bien pouvoir confronter mes avis avec ceux des autres, je trouve ça assez sympa et vachement intéressant. N'hésitez pas à aller participer au concours, je vous le mets dans la barre d'infos. Je remercie Anne de l'agence Anne et Arnaud de m'avoir proposé de vous faire gagner ce lot, parce que c'est elle qui l'a proposé spontanément, donc merci Anne. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse, je vous fais plein de très gros bisous,